Les villes aujourd'hui, quand on les regarde, ont évolué évidemment, mais ont une organisation encore assez similaire. C'est-à-dire qu'on remarque dans les banlieues soit des champs, soit des immenses serres qui servent à nourrir des centres-villes qui sont de plus en plus importants, de plus en plus nombreux. Si on continue notre parcours, une fois qu'on a quitté ces serres, quitté ces champs, on arrive souvent dans des zones de banlieue avec des petits pavillons agrémentés de jardins ou alors ce qu'on appelle les jardins populaires, jardins ouvriers. Jardins ouvriers, qui était le terme qu'on leur avait donné dans l'après-guerre, qui étaient des jardins extrêmement utiles pour que les populations pauvres, les populations modestes, puissent avoir un complément de nourriture relativement bon marché. Petit à petit, cette tradition s'est pas perdue, mais s'est transformée, liée à la transformation sociale aussi de notre monde, et c'est devenu plutôt des jardins familiaux. Pour certains, dans les pays les plus aisés, ces jardins dits familiaux sont plutôt des jardins on peut dire d'agrément, un peu de hobby, et sont moins nécessaires à une survie alimentaire. Par contre, dans certaines villes, notamment au Portugal, les jardins que j'ai pu visiter à Lisbonne, la moindre parcelle de terrain dans les banlieues et aux abords des villes qui n'est pas cultivée est tout de suite squattée et occupée par des jardiniers qui sont des gens très modestes et qui ont besoin de la production de leur jardin pour vivre. Mais le jardin, ce n'est pas seulement un endroit où on produit pour se nourrir, c'est aussi un endroit d'échange. De nombreux jardiniers disent que leur grand plaisir, c'est le travail de la terre, mais c'est aussi le partage, c'est apporter des légumes à un ami qui est malade, à une famille qui est dans le besoin. Et le jardin populaire, le jardin ouvrier, le jardin familial, c'est toutes ces notions à la fois. En lisant le livre de James Scott, Homo Domesticus, j'ai appris à travers ses écrits comment se sont construites les premières cités-États, à peu près 3500, 4000 ans avant notre ère, en Mésopotamie. Et en fait, les hommes sont sédentaires depuis quelques milliers d'années. Et pour que ces premières cités-États puissent vivre, il faut capturer les chasseurs-cueilleurs pour en faire des esclaves qui doivent cultiver les terres, mais aussi en faire des esclaves guerriers qui doivent aller capturer d'autres tribus, d'autres hommes libres pour pouvoir venir renforcer la cité-État. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, ce système de prédation sur les hommes, prédation sur les matières premières, prédation sur la nature, a constitué toute la base de notre société et a été aussi un des facteurs très très importants de la constitution des villes. Évidemment, ce n'est pas aussi simple, c'est plus complexe que ça. Les villes sont des aimants, sont des lieux de consommation, sont des lieux attractifs, sont des lieux qui attirent énormément les gens des campagnes, qui proposent beaucoup. Et dans une société de consommation, c'est sûr que c'est le temple de la consommation, mais c'est aussi le temple de la richesse, c'est le temple des banques. Et ces villes ont atteint sans doute des dimensions aujourd'hui qu'ils deviennent extrêmement dangereux. D'ailleurs, dans les périodes de guerre, dans les périodes de pandémie, comme on peut le vivre aujourd'hui, on se rend compte que ces cités énormes, qui sont devenues parfois plus puissantes que les États, sont d'une grande vulnérabilité. C'est d'ailleurs dans les villes qu'il y a le plus de victimes en cas de guerre, ce sont dans les villes qu'il y a le plus de victimes en cas de pandémie, et en même temps, selon les dernières statistiques, on estime qu'en 2050, 80% de la population mondiale habitera dans des villes. Mais quand on pose ces chiffres-là et qu'on imagine comment seront les villes, est-ce qu'on imagine comment sera la vie à l'intérieur de ces villes? Est-ce qu'on imagine le système de surveillance nécessaire? Est-ce qu'on imagine la consommation énergétique qui sera nécessaire? Est-ce qu'on imagine les infrastructures qui seront nécessaires? Alors que les sols sont menacés, alors que les équilibres des écosystèmes sont menacés, est-ce qu'on imagine aussi comment est-ce qu'on fera pour nourrir 80% de la population planétaire improductive? Lorsque l'on sait que 70% des gaz à effet de serre produits par les humains proviennent du transport de l'alimentation, nous devrions tout faire pour développer une économie de proximité. Nous devrions tout faire pour que le vivant puisse danser.